Super. Bonjour et bienvenue. Eh ben, bonjour Delphine et merci pour cet accueil dans ce lieu assez atypique. Oui, en effet, on peut le Ouais, dire. je suis pas trop plateau petit-déj au lit. Je suis plutôt un gourmand du matin. Mais en tout cas, j'apprécie le cadre et l'originalité et hâte de partager voilà quelques anecdotes de mon parcours, de mon expérience, en espérant que celles et ceux qui regardent eh bien, puissent s'en inspirer. Voilà, en toute humilité, ce n'est que mon parcours, ce n'est que mon histoire, mais j'ai l'impression que voilà, le sport m'a appris énormément et c'est pour ça que j'essaie de continuer à véhiculer ces valeurs du sport. Bah, écoute, vraiment Alain, nous on est vraiment tellement ravis, de t'avoir, sur Café au lit by Pullman Paris Montparnasse. On a appris à te connaître lors de séminaires puisque donc tu es Oui, coach sportif, mais tu coaches aussi en entreprise pour, justement, nous aider à nous dépasser. oui. Et donc, on va beaucoup parler de dépassement de soi avec toi, puisque tu es quand même un champion hors norme et tu as dû travailler ça dans ta vie et c'est quelque chose qui t'a beaucoup mobilisé, on va dire. Mais aussi sur Café au lit, on a envie de savoir un petit peu plus profondément qui sont les gens, de connaître toi. Et donc, bon, ma première question sera, Alain, pourrais-tu te décrire en 2 phrases? Waouh, 2 phrases, c'est à la fois très long et très court. Non, aujourd'hui, je pense que je suis un homme, épanoui et j'ai eu la chance de vivre, plusieurs vies avant même mes 30 ans. Donc, voilà, grâce au sport, je pense que j'ai découvert des facettes de moi-même que je n'étais pas capable d'exploiter, dans les grandes lignes, on y reviendra. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai 43 ans, je suis papa d'une jeune fille et je suis entrepreneur avec ce background de passer de sportif de haut niveau, voilà. Tu as dit quelque chose quand on a préparé cet entretien, qui était que ce qui te définissait comme mot principalement, enfin, en tout cas, un de ceux qui te définissent, c'est la curiosité. Tu es quelqu'un de curieux. Ouais. Et c'est ça qui t'a beaucoup drivé dans ta vie. Est-ce que tu peux commenter sur ce mot? Exactement, je pense qu'aujourd'hui, on a accès à une, pléthore, de plateformes pour accéder à l'information, pour accéder, à la connaissance, accéder à à tout ce que des hommes et des femmes ont vécu, ont expertisé, ont apprenti et ont transmis et je pense que si on est dans cette situation aujourd'hui, c'est une succession d'apprentissages et moi, je suis très, dans cette fibre scientifique. J'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin parfois de me poser, de regarder les étoiles et de se dire, «On n'est vraiment pas grand-chose au milieu de tout ça» et pourquoi on est là et quel est notre sens, dans la vie? Est-ce qu'on a un rôle à jouer? Quel est-il ce rôle? Est-ce que mon rôle, devait être un jour de connaître des épreuves dans ma vie, de devenir champion olympique et de partager ensuite, je suis intimement convaincu qu'on a des destinées, dans nos parcours respectifs. Mais voilà, j'ai vraiment cette envie de comprendre les choses pour pouvoir les faire et une fois que, je pense connaître des choses, j'essaie de le partager, de le transmettre, autour de moi. Ok, alors j'ai une question que je pose d'habitude, je vais te la poser à toi, mais tu vas me dire oui. C'est quel était ton rêve d'enfant et est-ce que tu l'as réalisé? Eh bien, oui et non, parce Ah, que non, mon rêve d'enfant, finalement, je l'ai en partie réalisé parce que mon rêve, c'était d'être au service des autres. Et aujourd'hui, alors j'aurais voulu être militaire, j'aurais adoré être pilote de chasse. Après, j'aurais adoré être sapeur-pompier. Et en fait, j'ai toujours voulu faire un métier au service des autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir ce rôle un petit peu sociétal à jouer sur la diffusion de ces valeurs du sport dans le milieu de l'entreprise, auprès des jeunes, auprès de différentes personnes, différentes strates de la société, différents milieux sociaux. Et donc, finalement, j'ai réalisé mon rêve euh, en étant au service des autres grâce à cette thématique que je défends sur l'apprentissage de la natation, sur les noyades, etc. Donc non, je ne suis pas pilote de chasse. Je dis toujours que j'étais un peu grand alors que j'étais un peu feignant à l'école. Mais j'ai raccroché mon rêve de gamin en passant mon brevet de pilote parce que je voulais conjurer le sort et je voulais me prouver que j'étais capable de faire autre chose que des allers-retours dans un bassin. Donc voilà, aujourd'hui, là, j'ai la chance d'avoir mon brevet de pilote. Ça va beaucoup moins vite qu'un avion de chasse, mais c'est tout aussi agréable et gratifiant finalement d'avoir appris à maîtriser un domaine qui me faisait rêver quand j'étais gamin. et alors dans ton parcours, est-ce que justement tu étais prédestiné à faire du sport de haut niveau? Qu'est-ce qui t'a finalement motivé à le faire? Parce qu'en même temps, on va en parler, enfin c'est d'énormes sacrifices. Hem,
pourquoi, à un moment donné, ça s'est déclenché pour toi? Comment? Est-ce que c'est une rencontre? Enfin, comment ça s'est passé? Alors je pense que c'est vraiment un état d'esprit. Je viens d'une famille, on est 3 enfants. J'ai 2 grandes sœurs qui sont plus âgées que moi, qui nagent déjà à ce moment-là, quand je suis tout petit, au club de natation à Aubagne, dans une fameuse piscine Tournesol. J'invite celles et ceux qui regardent justement le podcast à vous renseigner si vous ne connaissez pas ce concept de piscine Tournesol, et notamment pour les étrangers. C'est quand même assez, intéressant, cette culture d'apprentissage de la natation en France. Et donc, mes sœurs font de la natation. On habite dans une région côtière, à Aubagne, pas très loin de la mer, de lacs, de rivières, et cetera. Donc l'enjeu, c'est d'être en sécurité dans l'eau, et nos parents nous inscrivent au club de natation pour que l'on soit à l'aise. Et puis, mes sœurs vont faire de la compétition, je vais vouloir faire comme mes grandes sœurs, et puis là, je chope le virus, comme on dit. Donc à 7, 8 ans, c'est déjà des premiers entraînements réguliers, c'est 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la semaine. Et à 10 ans, comme tout gamin dans le secteur géographique dans lequel j'habite, l'Olympique de Marseille vient d'être champion d'Europe de foot, vient de gagner la Coupe d'Europe. Et donc moi, j'ai vraiment envie de devenir un footballeur, en fait, comme tous les gamins qui voient la joie, les liesses que ça pouvait engendrer dans les rues, dans la population, etc. Et mes parents m'ont dit: non, écoute, tu termines ton année en natation, on en reparle l'année prochaine. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai continué à nager. Je n'ai jamais fait de football, et heureusement, parce que j'avais des pieds carrés, donc j'aurais pas eu la chance de m'exprimer, je pense. Et puis, en fait, c'est vraiment cet esprit de camaraderie, d'aventure, de partir en compétition à 12 ans, 13 ans, à l'autre bout du département, puis de la région, et puis plus tard à l'autre bout de la France et à l'autre bout du monde, faire des compétitions. C'est vraiment ce côté esprit aventure, et le côté, bien sûr, chronométrique. Moi, c'est ça qui va me suivre tout au long de ma carrière. Ça va être mon fil rouge de ma carrière, ça va être le chrono, de nager 1 minute 10, 1 minute 8 secondes, 1 minute 55 secondes, etc. Et d'essayer d'aller toujours plus vite. Et finalement, ce prétexte du chrono, c'est c'est un peu une excuse, mais il y a cette ambiance globale qui est quand même extrêmement réconfortante dans le choix de cette activité, qui est pas forcément très fun tous les jours. Voilà, Mmh. la natation est un sport assez ingrat. On peut jouer, par exemple, au basket, on peut jouer au foot, on peut jouer au tennis, mais on peut pas trop jouer à la Ouais. natation. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il faut se trouver des objectifs dans cet environnement qui est à la fois extrêmement en vase clos, mais qui est un sentiment de liberté d'expression infini. Voilà. Essayer de faire quelque chose avec son corps pour se dépasser d'un point A à un point B le plus vite possible, avec tout cet apprentissage qu'il peut y avoir. J'ai vraiment trouvé ça fascinant. Et justement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu nages? Parce que, oui, justement. Ah bah, il se passe plein de choses. L'enjeu, c'est que quand tu grandis, que tu mûris, c'est d'essayer d'être le plus souvent, concentré sur ce que tu fais. Donc on pense à notre technique de nage, à notre placement, à notre fréquence, et cetera. Mais on a forcément des moments d'égarement où, on pense à ça, «Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais faire ce week-end? Et qu'est-ce que j'aurais dû faire hier?» Et donc, ouais, l'enjeu, c'est de rester le plus souvent, connecté Mmh. pour être le plus productif. Mais on pense vraiment à tout, heu, des choses insignifiantes, et on se parle à soi-même, et on se découvre dans ce discours interne. Je pense que toutes celles et ceux qui font du sport, pourront ressentir ça. Quand on est un petit peu, dans la difficulté, ou dans la difficulté extrême, ou dans la souffrance, la douleur, physique, la douleur psychologique, eh bien, on a cette petite voix qui nous dit: «Allez, ne baisse pas les bras, accroche-toi, allez, encore une longueur, et encore 2, et encore 4», et cetera. Et quand on a réussi à ne pas abandonner sur un entraînement, sur une course, sur une compétition, eh bien, on a vraiment ce sentiment de fierté. Et ça, je pense que le sport est un moyen de mesurer, de quantifier la progression de qui on est vraiment, quoi. Mmh. Et ça, on le partage avec qui? Et ça, on le partage avec qui? L'entraîneur, au premier abord, c'est vraiment la personne avec qui on passe énormément de temps. Et j'aurai l'occasion d'en parler, mais j'ai eu la chance de rencontrer, des entraîneurs dans ma carrière, de mon plus jeune âge jusqu'à la fin de ma carrière, qui ont été, extrêmement, comment dire? Pédagogiques. En fait, qui étaient pas forcément, qui étaient durs, qui étaient exigeants, mais qui n'étaient pas rabaissants, qui n'ont jamais été insultants. Et ça, il y avait énormément de respect, là-dedans, et de considération. Et de mon plus jeune âge jusqu'au mon entraîneur avec qui j'ai partagé le maximum de mon temps dans ma vie d'activité, qui est Denis Hauguin, qui aujourd'hui est directeur technique national de la Fédération française de natation.
on a vraiment matché sur des valeurs d'engagement parce que c'est quelqu'un qui était capable de plus, considérer un garçon ou une fille qui va être rigoureux, qui va être sérieux, qui va s'engager, qui ne va pas rater un entraînement, plutôt qu'un garçon ou une fille qui sera beaucoup plus talentueux, mais dans l'effet de groupe, ne sera pas un élément liant, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement, riche, de considération. Quand on n'a pas forcément confiance en soi, quand on est gamin, qu'il y a un entraîneur qui nous dit: «Allez, mais vas-y Alain, c'est bien, ce que tu as fait, c'est super» et qui nous encourage, et ben, ça nous permet d'ouvrir un champ des possibles que l'on ne soupçonne pas. Et qu'est-ce qui te vient comme image mentale, quand tu penses à ton entraîneur? Ah, franchement, c'est une il ne reste, je peux pas dire que des bons souvenirs parce qu'il y a eu des moments très compliqués, des moments de désaccord, et je C'est pense quoi que un désaccord avec son un entraîneur? Comment on est désaccord, bah, c'est qu'un entraîneur nous essaie de nous convaincre qu'il faut, nager tant de kilomètres ou de faire un exercice à telle intensité et qu'on n'est pas forcément, persuadé de la pertinence de l'exercice pour progresser. Et c'est là où parfois ça rentre en conflit entre les athlètes et les entraîneurs, parce que les athlètes se connaissent, mais en même temps l'entraîneur est là pour les faire sortir de leur zone de confort tous les jours. Et nous, on en vient parfois à détester nos entraîneurs, alors qu'ils sont là pour notre bien. Mais quand on a la tête dans l'eau, et c'est le cas de le dire, et qu'on n'a pas de recul sur une situation, en fait, on se dit: «Mais pourquoi il nous fait faire ça?» Et quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après, on se dit: «OK, il nous a vraiment poussé à bout, mais ça valait le coup». donc il faut une confiance énorme, en fait? C'est une confiance qui s'accroît avec le temps, bien sûr, mais il faut ce petit truc, ce petit feeling, je pense, et il faut reconnaître que tout le monde ne peut pas être compatible avec tout le monde. Mon entraîneur et moi avons matché. Avec d'autres nageurs qu'il a entraînés, ça ne l'a pas fait. Moi, si je m'étais entraîné avec un autre entraîneur, en dehors de vraiment des compétences, techniques, je parle, une question d'état d'esprit, ça n'aurait peut-être pas matché. Et c'est ça qui est fascinant dans la vie, c'est d'exploiter les rencontres que l'on peut faire Mmh. dans nos parcours respectifs parce qu'il y a rien qui qui est destiné à faire en sorte que l'on se rencontre avec mon entraîneur, puisqu'il venait à l'époque, c'était un entraîneur de Nice. Moi, j'ai rejoint le Cercle des nageurs de Marseille et la vie a fait que nos chemins se sont croisés ici. Donc non, c'est l'une des plus belles rencontres de ma vie, en effet. Mais j'ai écouté un podcast de Charles Pépin que j'aime beaucoup, qui a écrit justement sur les rencontres et qui dit qu'on se rencontre par hasard, mais en fait, c'est ce qu'on en fait Bien qui sûr. devient important et en fait, qu'il y a pas de prédestination, mais qu'en revanche, c'est effectivement comme tu dis, comme, ça match et enfin moi, l'image mentale qui me vient, en tout cas quand je pense à toi et ton entraîneur, c'est 2 personnes qui se donnent la main et qui s'accrochent quoi, en fait, Exactement, et ce qui est fascinant, il y a eu une relation, extrêmement saine, en fait, entre nous, où il y avait vraiment, enfin, pour moi, c'était mon supérieur hiérarchique, en fait, et j'ai toujours eu dans mon éducation le respect de l'ancien, et c'était l'un des premiers entraîneurs que je tutoyais. À ouais. l'époque, l'entraîneur qu'on avait au bagne, on le vouvoyait, c'était un monsieur d'un certain âge et tout le monde le vouvoyait. Et moi, c'était le premier entraîneur que je tutoyais, qui n'enlevait en rien le respect et la considération que je pouvais avoir, en lui. Mais c'était pas un gourou, finalement. C'était pas le sachant, parce que quelques années plus tard, moi, je passerai mon diplôme d'entraîneur, et quand je vais passer mon diplôme d'entraîneur autour de 20 ans, 21 ans, eh bien, je vais découvrir que ce que je fais depuis des années, va prendre énormément de sens. Apporter une partie théorique sur cette pratique que l'on fait au quotidien, et là, je l'ai vraiment challengé, on a échangé de plus en plus et je l'ai à la fois poussé dans ses retranchements de réflexion, de construction de séances de natation, de planification, comme lui m'a challengé sur les séquences qu'il me proposait. Donc voilà, on a eu la chance, en effet, d'exploiter cette rencontre, et on rencontre énormément de personnes dans la vie, et il suffit des fois d'une simple conversation pour matcher, mais il faut l'exploiter Mmh, cette c'est clair. rencontre, et ça, c'est ça que j'ai envie aussi de partager, c'est de dire que c'est infini. Voilà, on est plus de 7 milliards, bientôt 8 milliards sur cette terre, en fait, et Ça même fait du si monde à même rencontrer. si même si on croise souvent les mêmes personnes, je me fais souvent la réflexion en me disant: «Tiens, quand on est dans notre voiture ou dans un train ou dans un métro, est-ce que,
Bah, combien de personnes potentiellement on peut connaître? Je pense qu'on peut en connaître beaucoup plus que ce que l'on pense. Ah, c'est possible et tu as tout à fait raison, c'est autant d'opportunités. C'est ça. Et écoute, et justement parce que enfin, on va en parler après, ta vie d'après, mais là, ma question, c'est vraiment qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune, justement, qui veut se lancer dans la compétition? Enfin, puisque maintenant tu es côté entraîneur, tu as été côté, champion, heu, c'est quoi? Comment tu peux le dans en quelques phrases, mais, c'est quoi les meilleurs conseils ou ce qu'on peut donner comme, ce que toi, tu peux donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer dans la compétition de haut niveau? Mais je pense que ce soit dans la compétition ou dans une construction de carrière ou une formation, professionnelle, je pense qu'il faut croire en ses capacités et que demain, on est toutes et tous capables de faire mieux que ce que l'on a fait aujourd'hui. La vie, c'est un apprentissage permanent et il y a des incertitudes de partout. Voilà, moi, il y a rien qui encore une fois, me prédestinait à 15 ans, quand je commence à m'entraîner 2 fois par jour, je ne vais pas m'entraîner 2 fois par jour dans l'objectif de devenir champion olympique 10 ans après. J'y vais dans l'objectif d'améliorer mes chronos et de rentrer en équipe de France et advienne que pourra, en fait. Et pour moi, c'était un objectif bien trop flou. Bien sûr, c'était un rêve dans un coin de tête, en me disant: «Putain, si un jour je suis en équipe de France, ce serait quand même exceptionnel». Et finalement, grâce à des rencontres, que ce soit mon entraîneur, mais surtout grâce au travail, j'ai été au-delà de mes espérances. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu, auprès de notre jeunesse où il faut qu'ils prennent conscience que la vie est faite d'opportunités infinies. Ça peut être des rencontres, ça peut être des formations, ça peut être des réorientations. Alors, on vient de notre génération, nos parents faisaient des études, avaient un travail, achetaient une maison et vivaient là au même endroit pendant des dizaines d'années. Aujourd'hui, on est sur une population, très mobile, très habile, très adaptative mais qui a besoin d'un cadre, en fait. Parce je suis convaincu qu'on a toutes et tous besoin de ce cadre pour nous contenir et pas partir dans tous les sens et nous élancer un petit peu sur le chemin, professionnel et le travail est un, vecteur d'épanouissement. Mmh. Ce n'est pas une contrainte. Combien de personnes aujourd'hui vont travailler, avec cette boule au ventre ou pas de bonne humeur parce qu'ils ne font pas ce qu'ils aiment et cetera et je trouve ça, extrêmement dur. Ça ne veut pas dire que ce que j'ai fait, tous les jours, c'était tout rose, tout beau, tout facile. Quand on est le 2 janvier, il est 7 heures du matin, il pleut, il fait nuit, il faut aller tirer les lignes d'eau pour s'entraîner en piscine extérieure. Eh ben, je peux te dire que le titre olympique, il est très, très loin quand même et en même temps, il faut passer par là pour peut-être avoir une chance de le toucher du doigt et c'est bien ce peut-être, voilà, ce côté hypothétique, il faut que l'on rassure sur notre jeunesse et moi, j'ai vraiment envie de les accompagner, de donner quelques tips où j'ai eu des ratés dans ma carrière, mais que je n'ai jamais baissé les bras et on est des dizaines et des centaines de milliers et de millions à avoir, vécu des expériences comme ça. Donc si on l'a fait, je pense que beaucoup de personnes en sont capables. Et je trouve aussi dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est le fait que, il faut se donner des objectifs atteignables en te disant direct: «Ouais, je veux être champion du monde», tu t'es dit: «Non, je veux déjà atteindre la ligue, française». Ensuite, enfin tu à chaque fois, tu as construit, l'objectif Alors d'après. j'aurais aimé, bien sûr, aller tout aussi vite que certains de mes collègues, d'équipe de France ou coéquipiers ou d'autres nageurs internationaux, mais j'ai toujours été, très lent dans ma progression et il y avait un côté très frustrant parce que je voyais la plupart de mes copains où j'avais un niveau équivalent et un an ou 2 après, ils étaient déjà une bonne longueur d'avance alors qu'on travaillait avec la même intensité, avec la même rigueur et cetera et je trouvais ça frustrant et donc avec le temps, j'ai réussi à rattraper le retard, mais je me suis, donné cette opportunité, d'aller, faire des jeux olympiques jusqu'à 25 ans, alors que peut-être certains jeunes à 20-21 ans, s'ils n'ont pas réussi à transformer, l'essai eh bien, abandonnent leur sport de haut niveau pour faire des études et du coup, moi, j'ai voulu parier là-dessus parce que j'étais convaincu que je pouvais, faire quelque chose avec le travail, avec le temps et il m'est arrivé, pas mal d'écueils, en fait, dans mon parcours qui m'ont freiné, qui m'ont ralenti et j'en ai eu conscience grâce à des discussions autour de moi, que ce soit ma famille, mes amis, mon entraîneur, pour me faire prendre conscience de cette capacité, en fait, que j'avais et qu'il faut exploiter. Pas tout le monde ne peut être, un grand chef d'entreprise,
un sportif de haut niveau, un finaliste olympique ou médaillé olympique. Mais on a toutes et tous, enfin, je pense qu'on a toutes et tous en nous cette capacité à exploiter notre potentiel. Qu'est-ce que c'est notre potentiel? En fait, c'est se dire, OK, tout ce que je fais au quotidien, je suis aligné, je suis en phase avec moi-même et je suis heureux et je suis épanoui, je suis en bonne santé, je peux aller au travail de bonne humeur, je suis fier du travail que je fais, je suis fier d'avoir une place dans cette société qui est utile, que l'on parte du chauffeur de taxi à l'infirmière, à l'artisan, au grand chef d'entreprise d'un groupe du CAC 40. Je pense qu'il y a cette place à trouver pour être aligné avec soi-même. Mmh. Et je pense que c'est très important de trouver son domaine de prédilection, j'ai envie de Et dire. de faire le maximum pour le Voilà. trouver. Tu vois, est-ce que toi, tu aurais pensé qu'un jour, tu aurais fait des podcasts sur un lit comme ça, avec des croissants? Et bien finalement, ça vient d'une expérience, ça vient forcément d'une touche de créativité et d'originalité. Oui et puis, bon, c'est vrai que moi, j'ai toujours été intéressée par la communication. Je suis aussi très curieuse. Bon, peut-être pas aussi curieux que toi et peut-être pas sur les mêmes choses, mais en tout cas, j'ai une grande curiosité et j'aime les rencontres comme toi. J'aime, tout saisir les opportunités et je pense que c'est vrai que c'est, ben, un hôtel comme Pullman Paris-Montparnasse où le monde se croise. Ce Oui, matin, tu as croisé Philippe Etchebest ouais. qui est un de nos clients, qu'on adore et tu vois, bah, c'est des occasions de, voilà, découvrir des gens, faire des rencontres, et de là part plein de choses et moi ça j'ai toujours adoré ça. Et de différentes cultures. Et Oui. en fait, je n'ai pas mis l'accent là-dessus, mais quand je disais tout à l'heure, quand j'étais gamin, qu'on partait à l'autre bout du département, de la région, après j'ai eu la chance, je rêvais quand j'étais adolescent d'aller en Australie. Et la natation m'a permis de voyager. Alors, j'ai pas fait des voyages culturels et de découverte parce que Tu as eu c'est beaucoup de lignes d'eau. c'est ça, c'était aéroport, hôtel et on faisait hôtel, piscine, piscine, hôtel. Et Ouais. après, on rentrait. Donc, mais malgré tout, c'est de découvrir des nouvelles contrées et que ce soit beaucoup de pays d'Europe, l'Australie, le Japon, les États-Unis. En fait, j'ai découvert aussi des cultures, des modes de vie où je me suis dit finalement, et j'ai découvert cette expression très récemment, il y a un an, en déjeunant avec un ami, où on parle beaucoup de nos déplacements, de nos voyages qui sont très formateurs. Il me dit le plus beau voyage, c'est le chemin du retour. Et quand on dit ça, on se dit, OK, là où je vis, là où j'habite, mon pays, mes origines, c'est ma fierté, c'est ma force, c'est ma... Et voilà, on a tous ce côté un petit peu chauvin, où on se branche en France, on se dit, bah tiens, tu viens du Nord, moi je viens du Sud, moi je viens de l'Ouest, etc. On a nos, on a nos différences culturelles régionales, mais on est capable d'avoir ce sentiment d'unité nationale en cas de difficulté et en cas de joie aussi. On l'a vu avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Mmh. où c'était une parenthèse enchantée. C'est On en a clair. parlé tout à l'heure. Donc voilà, on est français avec nos forces, nos faiblesses, voilà, on est très souvent râleurs. Et je pense que c'est très important des fois de s'arrêter, de se dire, OK, on a quand même de la chance d'être dans un beau pays comme ça, qui nous donne une opportunité de nous exprimer dans la société avec des études, avec du travail, avec de l'éducation, avec un système de santé, etc., que beaucoup de pays nous envient, je pense. Non, c'est clair et alors on va parler de ta vie d'après maintenant. Enfin la vie Oui, d'après, c'est-à-dire ta vie de maintenant en fait oui, et donc parce que ce qu'on se disait, c'est que tu as eu une vie, un peu comme en accéléré en fait. C'est-à-dire que tu as, jusqu'à 29 30 ans, enfin tu as fait de la compétition de haut niveau et puis bon, on sait très bien, hein, les champions de haut niveau, il y a une vie d'après qui commence jeune et on a parlé de cette notion de décalage un petit peu, donc tu as été très concentré sur toi, et c'est normal, sur ton sport et puis après finalement tu as une vie de famille qui s'est construite après et puis un autre métier finalement et je voulais savoir un petit peu, enfin, que tu nous dises comment ça se vit, comment ça se prépare la vie d'après parce que finalement tout le monde la vit mais 30 ans plus tard que toi en fait d'une certaine manière et puis ce décalage, tu vois? Le fait de devoir vivre avec, bon, bah, quand tu étais jeune, tes copains sortent, puis pas toi. oui. Après tes copains se marient et puis pas toi. Enfin, je veux dire, comment on vit tout ça? C'est vrai que alors j'ai toujours senti que j'étais en décalage et ça dès le plus jeune âge en fait. Au début, comment dire, ce qui me faisait me sentir un petit peu en marge quand j'étais ado, c'était
c'était mon physique. En fait, je m'assumais pas du tout. J'étais tout grand, tout maigre, et j'étais très, très timide, réservé. Et finalement, quand je rentrais dans la salle de classe, on voyait que moi. Dans la cour de récréation, on voyait que moi parce que je faisais une tête de plus que mes copains. Et donc, ça ne m'aidait pas à m'assumer. Et là aussi, le sport a été un véritable vecteur, je pense, d'intégration aussi pour moi. Parce qu'on arrivait le soir à l'entraînement, à 12 ans ou 15 ans et plus tard, en fait, on était en maillot de bain et qu'il y en ait un plus grand, plus costaud, un plus petit, plus frêle, et cetera. On se jugeait pas du tout là-dessus et on était, unis derrière, un objectif commun qui est un objectif sportif et ça, pour moi, je pense que c'était très important. Donc quand bien même, voilà, je décide de faire carrière, ce qui est bizarre de dire ça après coup parce que il n'y a pas de carrière de nageur professionnel. En fait, le statut de nageur professionnel en France n'existe pas. OK. On est professionnel dans la démarche, dans l'attitude, dans le comportement au quotidien, mais pas dans le statut social. Parce que il n'y a pas de salaire de nageur professionnel. Le statut n'existe pas réglementairement. On commence bien évidemment à gagner notre vie à partir du moment où on fait des résultats et où on a une image qui devient monnayable auprès de partenaires privés. Et moi, jusqu'à 23-24 ans, bah, j'ai bricolé, j'étais maître nageur, donc je donnais des cours de natation pour payer mon loyer et cetera, payer ma nourriture, payer, voilà mon train de vie, classique et à partir du moment où j'ai eu des contrats de sponsoring, bien sûr, j'ai très bien gagné ma vie et comme par hasard, j'étais beaucoup plus libéré pour pouvoir me concentrer sur mon Bien entraînement et sûr. plus performant. Donc il y a un vrai sujet là-dessus où je me suis dit: «Allez, quand je vais arrêter ma carrière, je vais faire changer les choses et cetera». Bah, je me suis rendu compte que c'est quand même très, très phagocyté. On a un système, français qui permet de donner la chance à tout le monde, mais qui pose ses limites quand on fait du sport de haut niveau, contrairement au système universitaire américain. Et donc ma carrière, se fait, 25 ans, les jeux olympiques de Pékin en 2008, 3 médailles, 4 ans plus tard, une autre médaille olympique avec des records du monde au milieu et cetera. Et j'avais anticipé en disant, à 29 ans, 29-30 ans, après les jeux olympiques, je vais arrêter ma carrière. Parce que je ne sentais plus cette marge de progression qui me donnait envie d'aller à l'entraînement tous les jours. Quand je disais tout à l'heure, à 12 ans, je nage 1 minute 10 secondes, eh bien à 27-28 ans, j'ai été le premier nageur au monde à nager moins de 47 secondes. Je savais pertinemment qu'à 29 ans, je ne pourrais plus jamais nager aussi vite. Et donc s'entraîner tout aussi dur, avec la même rigueur, avec la même implication et en sentant finalement cet objectif nous filer entre les mains, j'avais du mal à me dire: «Je vais continuer à nager pour peut-être faire une médaille à tel endroit ou un podium» et cetera. Et donc j'ai décidé, voilà, 2 ans avant les jeux olympiques de Londres en 2012 de dire: «Ce sera ma dernière compétition. Si je me qualifie aux Jeux, ce sera ma dernière compétition» et donc la transition, pas forcément évidente, parce qu'en décalage, comme tu l'as dit, 30 ans, pas d'expérience professionnelle, pas de diplôme. Bon, j'ai eu la chance de gagner un peu ma vie qui m'a permis d'assurer ma transition, mais j'ai été accompagné par des partenaires aussi dans cette reconversion. Et donc, voilà, qu'est-ce que je vais faire la suite de ma vie? Donc je me suis posé un milliard de questions. J'aurais voulu être, pilote d'hélicoptère en gendarmerie. Après, j'aurais voulu être, entraîneur. Après, finalement, on m'a proposé d'être commentateur sportif et j'ai commencé à faire des conférences en entreprise pour partager cette expérience. Et donc une bonne, douzaine d'années aujourd'hui, au moment où on se parle, eh bien, j'ai continué à développer et structurer ces conférences, des stages de natation et des concepts de piscine pour apprendre à nager et lutter contre les noyades. Parce que c'est un véritable fléau, en France que j'essaie de prendre à bras le corps et de construire un modèle économique autour de ça. Mmh. Mais je travaille avec des collectivités donc, je pense que mon passé de sportif, une fois, voilà, me sert dans mon organisation. Je suis quelqu'un de très organisé. Comme tu as vu, tu as pu t'en Tout à douter, fait, c'est quand on a vrai. organisé cet entretien, j'ai besoin d'organiser mes déplacements, où je vais, avec qui, qu'est-ce que je fais, quel est le but de Et cette d'ailleurs, c'est action. marrant parce que à propos du temps, comme tu as toujours géré tes chronos, bah, tu vois, tu Oui, gères vachement ton temps, en fait. j'essaye.
J'essaye de gérer mon temps. Et en effet, ce décalage, pour revenir dans ta question, je me suis un peu égaré, mais Non, non, quand on c'était a, très quand on intéressant. a 15 ans, 17 ans, 20 ans, on a tous les copains en sortant du collège, du lycée qui disent bon, allez, tu viens avec nous, on va faire un baby-foot, ou viens, on va au cinéma. Et tu as le fameux je peux pas, j'ai piscine qui te Voilà, suit. toi, c'est vrai. Et là, j'ai dit, ben non, je peux pas, j'ai piscine. Ah, et ce week-end, tu viens, on fait ça. Ben non, je peux pas, j'ai une compétition. Et pendant les vacances, eh ben non, pendant les vacances, j'ai un stage de natation. Et donc, on se sent en marge avec nos copains de collège et de lycée, mais notre vraie fratrie, en fait, ce sont les nageuses et les nageurs avec qui on partage ces moments-là, dans les équipes de France. Et donc, ça crée ce sentiment de camaraderie euh, qui a fait que mes meilleurs amis aujourd'hui, ce sont mes amis du monde de la natation plutôt que du monde scolaire. C'est Et un pas cadre forcément. aussi. C'est un cadre, euh, c'est ce que tu dis, en C'est fait. carrément un cadre. Ouais. Et en fait, l'entraîneur est là pour poser ce cadre et qui n'est pas une contrainte, encore une fois, mais dans ce cadre, il faut travailler du mieux possible pour s'exprimer. Et l'enjeu, c'est d'aller explorer les coins du domaine, comme on dit en aéronautique, c'est d'aller explorer les coins du cadre pour élargir à chaque fois nos compétences, en fait. Euh, et c'est ça qui est fascinant, c'est d'ouvrir une brèche pour se dire, ben, on va explorer quelque chose qui n'a jamais été fait. Et c'est ça, moi, que j'ai adoré faire, c'est à un moment donné, être le nageur le plus rapide sur la Terre, sur un chrono, un temps donné. C'est quelque chose qui est fascinant. C'est pas plus gratifiant ou moins qu'une médaille ou qu'un titre olympique, mais c'est de se dire qu'en fait, on ouvre un champ des possibles. Et d'avoir ce sentiment, alors en toute humilité, mais un peu d'explorateur. Tu vois, les explorateurs qui allaient découvrir des terres, des paysages, des contrées, etc. Ben, nous, on le fait dans le monde du sport. On va essayer d'ouvrir quelque chose et de montrer aux autres que c'est possible de le faire. D'ailleurs, tu m'as parlé d'un astronaute que tu as rencontré. J'imagine que toutes les formes d'exploration Ah t'intéressent, oui, en oui, fait. moi, je suis très curieux et fasciné par ces personnes qui s'engagent et qui mettent leur matière grise au service de tout le monde, quoi. Ce sont des surhumains. Voilà, pour moi, les astronautes ont une capacité d'absorption d'informations, de procédures. Et je me dis, en fait, c'est des robots humains, en fait. C'est des robots dans la mémoire, dans la capacité d'adaptation, mais avec toute l'intelligence émotionnelle, en fait, qui va avec pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est ça qui me plaît, moi, dans ce côté un peu technique et scientifique. Et pour revenir à nos moutons, donc voilà, le fait que je me sente en marge de mes copains, en fait, dans ma tête, je leur disais, mais sortez, faites la fête, buvez un verre pour moi si vous voulez, mais moi, j'ai choisi de faire ça et je ne le regrette pas. Et j'ai fait ma crise d'ado un peu plus tard, à 30 ans, quand j'ai arrêté ma carrière, où là, voilà, j'ai un peu plus fait la fête, j'ai un peu plus profité, etc. Et après, voilà, j'ai rencontré ma femme et là, j'ai redéfini mes priorités autour de ma famille. Et je savais pertinemment que émotionnellement, la seule chose qui me ferait le plus vibrer après mon titre olympique quand j'avais 25 ans, eh bien, ce serait de devenir papa. Mmh. Et donc, voilà, c'est Sacrée une, vibration de une- une devenir papa. expérience que j'ai pu vivre. Et puis, ce n'est que le début. Et donc, mais j'ai hâte d'accompagner ma fille, de lui apprendre des choses, de lui faire explorer et découvrir ce monde et de la préserver en même temps de ce monde qui peut paraître très, très agressif parfois, enfin très intrusif aussi. Essayer de la protéger tout en, voilà, et peut-être l'accompagner du mieux possible, qu'elle découvre sa passion. Est-ce que ce sera la science, l'art, le sport? J'en sais rien du tout. Mais qu'elle puisse vivre une bride de ce que j'ai vécu avant mes 30 ans. Voilà, j'ai eu l'impression de vivre plusieurs vies émotionnellement. Et donc, la vie est encore très longue. Voilà, fort de cette expérience, eh bien, j'essaie de rendre l'appareil un petit peu à mon pays qui m'a tout apporté et d'essayer de reboucler la boucle en disant, ben, j'ai commencé la natation pour être en sécurité dans l'eau et aujourd'hui développer des concepts de piscine à destination des villes, en fait, pour faire en sorte que tous les gamins apprennent à nager à l'école. Et c'est un gros chantier. C'est vraiment J'imagine. un très, très gros chantier de s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais voilà, je suis plutôt têtu, donc j'ai pas envie de lâcher l'affaire. Voilà. Ça, j'imagine sans aucun problème. Et est-ce que tu nages parfois pour le plaisir? Alors oui, et le plaisir est très court et entre, je sais pas, entre 30 40 minutes, j'ai ma dose de natation.
Mais j'ai plus envie d'aller dans l'effort. Même je me Ouais, suis lancé récemment un petit peu dans le running. ouais, J'ai pas du tout le gabarit pour courir, mais j'ai plus envie d'aller dans l'effort. Je l'ai tellement été, si longtemps, de manière si intense, si douloureuse, mais j'ai besoin de faire un petit peu de sport bien pour sûr, ouais. garder la forme. Et je suis quelqu'un de gourmand aussi, j'aime bien manger, bien boire, et quand je vais nager, voilà, j'aime bien d'avoir ce sentiment de glisse, et cetera. On a quand même un rapport avec l'eau, même si beaucoup de nageurs, disent qu'ils détestent, nager après leur carrière. On a la chance d'avoir ce rapport à l'eau extrêmement intime, et cette aisance qui est plutôt sympa. On va pas se faire une obstination à aller toucher la bouée des 300 mètres quand on va se baigner en mer, mais on fait quelques mouvements et on est très content d'être à l'aise. Alors, je dirais qu'après toutes ces expériences de vie, est-ce que tu as l'impression d'être la même personne qu'au début? Oui, mais c'est un peu comme une, alors attends, pour pas faire de pub à un truc en particulier, mais c'est un peu comme une mise à jour, voilà. C'est Ouais, que, je pense que tu nais on naît tous avec, un potentiel, et on a plusieurs façons d'exploiter ce potentiel, enfin, de s'exprimer, et il y en a qui le font de manière, admirable, d'autres qui le font, précocement, tardivement. Mais je pense qu'on a vraiment un background en nous qu'on ne soupçonne pas. Tu vois, en discutant avec mon ami, pilote de chasse, un jour, je lui dis: «Mais putain, tu fais quand même un métier exceptionnel, c'est vraiment pas donné à tout le monde, il faut avoir des conditions exceptionnelles, il faut avoir une mémoire, il faut avoir une agilité». Et il me dit: «Mais non, Alain, en fait, il y a grosso modo, il y a 80 de la population qui est capable de le faire». Donc 80 pour, une part d'élus qui est extrêmement faible, hein, sur des modalités de sélection très exigeantes, et ça m'a fait tilt. Je me suis dit: «Oui, si moi je suis devenu champion olympique, je me suis entraîné avec des garçons et des filles qui avaient un talent et un potentiel, mais écœurant en fait, qui étaient débordants de talent, mais qui n'avaient pas la rigueur finalement au jour le jour d'enchaîner des entraînements et de prendre sur eux. Et moi, j'étais envieux de leur talent, et je me suis dit: «Bah, la seule façon de de rivaliser avec le talent, ça va être de travailler, mmh, et qu'avec le temps, eh bien, un jour, je serai récompensé». Mais je ne rêvais pas d'une récompense en termes de médaille ou de chrono. Je rêvais d'une récompense en termes d'accomplissement, mmh mh. et donc oui, je pense qu'on est tous avec un potentiel, et que ce sont des mises à jour, et je dis souvent qu'aujourd'hui, je suis la personne que je rêvais d'être quand j'étais gamin. Voilà, quelqu'un, d'accessible, curieux, intéressé par beaucoup de choses, envie d'apprendre, et au service des autres, et finalement, je l'ai fait dans une forme différente, mais quand on met des mots là-dessus, voilà, je fais un métier au service des autres. Je voulais faire un métier au service de mon pays quand j'étais gamin. Eh bien, c'est ce que je fais aujourd'hui. Et donc il va y avoir bientôt, donc je ne sais pas exactement le nom de la compétition, mais je sais que c'est un Alors gros oui, événement. alors cet été, il y a les championnats d'Europe de natation Mmh. à Paris, avec, notamment des épreuves, dans la Seine, des épreuves d'eau libre, et dans la piscine du Centre aquatique olympique à Saint-Denis Mmh. se tiendront les championnats d'Europe de natation. Donc ce sera, tout début août, du 30, je crois de mémoire, du 31 juillet au enfin début août. Je veux pas faire de spoil d'erreur sur la date, et donc on aura notre, équipe de France qui pourra s'exprimer devant, notre public français, en mode un petit peu revival, Jeux olympiques, avec, Léon Marchand, Maxime Grousset, et Marc-Antoine Olivier, bref, autant de nageuses et de nageurs qui vont, faire les championnats d'Europe. Et qu'est-ce que tu penses de cette génération de nageurs par rapport à toi? Enfin, tu penses que est-ce qu'il y a des choses qui ont enfin, évolué entre vous? Est-ce que tu vois que un phénomène comme Léon Marchand, enfin, tu vois, comment toi, en tant que champion olympique, médaillé olympique, tu vois cette jeune génération? Ah, je suis admiratif parce que, il faut reconnaître la qualité de leur travail pour s'exprimer au plus haut niveau international, pour avoir touché du doigt ça il y a une quinzaine, vingtaine d'années. On sait qu'au plus on avance dans la vie, au plus l'exigence doit être, omniprésente, et je suis extrêmement, fier et admiratif de leur parcours. Voilà, je suis un fan inconditionnel, et j'ai eu la chance de m'inscrire dans une lignée, de prédécesseurs de championnes et de champions, français, où j'ai réussi à un instant T à m'exprimer. Aujourd'hui, c'est à eux. Dans quelques années, ce sera une autre génération, et ce qui est fascinant, c'est leur capacité
C'est beaucoup de courage, en fait, sur cet entraînement, parce que l'entraînement en tant que tel, je pense pas qu'il ait évolué, mais c'est tout l'écosystème autour. C'est l'enjeu de la communication, parce que il faut être visible, il faut être proche du public, et cetera. Et ce qui a vraiment évolué, je pense, c'est la récupération des athlètes. C'est pas l'entraînement en tant que tel, mais c'est la capacité à conditionner le corps humain à faire des efforts, très intenses plusieurs fois par jour. Et donc là, on a fait beaucoup de progrès sur la récupération, l'hydratation, le sommeil, et cetera. Et presque un petit peu envieux finalement, d'être né 15 ans trop tôt. Il y a en fait, jusqu'à J-1 mois, des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, je me suis dit: «Oh là là, les jeux olympiques en France, si tu es français, ça doit être une pression pas possible». Je me dis: «Mais comment est-ce qu'ils vont faire?» Et à J-15, en fait, j'ai vu toute cette énergie jusqu'au jour de le 1er jour de compétition. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est une énergie Ils sont d'avoir». Mais galvanisés, oui, quoi. enfin, Ouais, nager devant, 12 000 personnes acquises à ta cause, c'était jamais arrivé en ouais. France à n'importe quel nageur tricolore. On a nagé dans des grandes piscines de mon temps, mais c'était à l'autre bout du monde. Et là, tu te dis: «Ah ouais, ça doit quand même vraiment être un truc de dingue». Ouais. Donc ouais, j'ai presque envié mes parents de m'avoir, fait venir, 15 ans trop tôt. Mais Bah, tu as ouvert la voie. non, mais voilà, c'est aucun regret. Et finalement, je me dis: «J'ai eu la chance de concrétiser aussi tous mes efforts», et ça, j'en suis conscient parce que, bien sûr, il faut du travail, il faut une pointe de talent, mais il faut de la chance dans tout ça. Et comme C'est vrai. dans la vie, il faut la chance, d'avoir, une rencontre qui va nous faire faire, un job, que l'on aime à cet instant-là. Et il faut être conscient de ça. Donc voilà, je suis conscient de cette chance que j'ai aujourd'hui, même si, c'est pas rose et facile et beau tous les jours. J'ai beaucoup de doutes, beaucoup d'appréhension. Quand tu deviens papa, tu vois la vie, enfin, aux parents, en général, on voit la vie avec une autre responsabilité. Donc ça rajoute une certaine pression. Mais voilà, j'ai l'impression d'être un petit peu plus armé dans la vie parce que j'ai vécu ça avant. Mais encore une fois, j'ai aussi mes doutes aujourd'hui, j'ai aussi mes appréhensions. Je suis quelqu'un Tu de es un être je humain, en suis fait. quelqu'un de très têtu. Ouais, je suis très humain, ouais. Un peu trop parfois. Alors, bon, on arrive vers la fin de ce podcast, mais j'ai quelques petites questions en conclusion. Donc, je voulais te demander, qu'est-ce qui n'a pas fini de t'étonner? Qu'est-ce qui n'a pas fini de m'étonner? C'est la bêtise humaine, malheureusement. Mince. C'est ouais, alors, mais ça, c'est le côté pessimiste. Non, mais et le côté optimiste, c'est la créativité. Voilà, c'est l'ingéniosité, l'innovation. Moi, je suis très tourné sur ce côté innovation, innovation au service de la personne. Et ça, je suis vraiment fan de ça, de cette surprise, en fait, que l'on peut avoir. Ces bonnes surprises de création, que ce soit du lien social, que ce soit de la technologie. Je suis vraiment, curieux de ces nouvelles choses parce que c'est un air frais, quoi. OK, si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout pareil? Franchement, j'essaierai de faire mieux parce que j'ai Ça s'arrête jamais. oui, tout est perfectible dans la vie et je pense qu'à un moment donné, ça a été un frein, mais j'étais tellement méticuleux sur des choses que j'avais du mal à me contenter de choses correctes, en fait. Mais oui, mais sans connaître l'issue, bien sûr que je referais la même chose, carrément. Surtout si je savais qu'un jour je ferais un podcast allongé sur un lit avec Bien un petit déj, sûr, for sure. for sure. Heu, donc si tout s'arrête demain, tu regrettes quoi? Si tout s'arrête demain, c'est pas joyeux ça, Non, c'est c'est pas quoi? joyeux, mais c'est Non, pas non, mais obli si tout s'arrête demain, j'aurais, j'aurais été fier d'avoir fait ça et je serais triste, pour les autres de ne plus être là. OK, OK, très bien. Alors, tu sais, je t'ai dit, on a un mot comme ça qu'on Ah passe oui, d'un podcast à l'autre. alors je savais même Do pas. Ouais, Vas-y, voilà. alors Donc dis-moi? le mot que je te passe, Oui. c'est influence. Influence, Influence, l'influence, le rôle de d'accord. l'influence. Donc qu'est-ce que ça t'évoque? Et après, tu me diras quel mot, toi, tu as envie de passer. Influence, c'est un mot très fort, c'est vraiment dans l'air du temps. Je ne sais pas s'il y a 50 ans, on employait ce mot de la même manière. Je Mmh, pense pas. ouais. et Il y avait pas de réseaux sociaux. et voilà, et je pense que les réseaux sociaux ont sûrement galvaudé, le sens de ce mot parce qu'une influence, c'est une incitation à faire quelque chose. Et j'ai envie de rester dans ma partie sportive. Je pense que mon entraîneur a eu une influence, prédominante sur la suite de notre parcours et de notre vie, tout simplement parce que,
un parcours, enfin une vie est la conséquence d'actions qu'on fait, et qui infléchit notre trajectoire, vraiment, voilà. Si j'avais été, 3e aux jeux olympiques, qui était un super résultat, je pense que je n'aurais pas eu la même vie que si j'avais été premier. Donc, il y a vraiment eu cette influence-là et cette capacité à faire passer des messages de manière subliminale. C'est la façon dont je comprends le sens Mmh. de ce mot influence, OK. et que parfois, j'aime bien la subtilité, même si j'aime bien la précision des mots. Je préfère parfois la subtilité, et l'interprétation qu'il peut y avoir de certains mots. Donc, c'est un super mot, influence, et si je devais en donner un, à mon tour, qu'est-ce que je choisirais? Moi, je choisirais la curiosité. Ça te Je va bien la Ouais, je pense, ouais, curiosité? mais ça peut être un mauvais défaut, parce que des fois, vouloir tout savoir, tout comprendre et tout, intellectualiser, en fait, on a tendance à perdre, une part de spontanéité. Mais en même temps, la curiosité, c'est ce qui va nous emmener à explorer un nouveau domaine, et se dire: «Ah ouais, tiens, ça se passe comme ça», et se poser des questions sur soi au final. Donc voilà, la curiosité, je OK. serais, Et bah, écoute, je pense que ravi. c'est le mot de la fin. La curiosité, c'était le mot du début aussi, puisque tu t'es défini comme C'est étant vrai? curieux. Et écoute, en tout cas, Alain, merci beaucoup d'être venu sur Ouais. le podcast Café au lit. Eh Je bien, suis merci. tellement contente de cet entretien avec toi, c'était très intéressant et j'espère qu'on va se revoir très bientôt. Carrément, avec plaisir, merci.